Merci, Monsieur Jean. Merci, chers amis de la DUCAF. Je voudrais vous adresser quelques mots sur une problématique jurisprudentielle bien canadienne. Le défi pour les juges, surtout les juges de ma cour, de travailler simultanément dans deux langues officielles, français et l'anglais, et deux traditions juridiques reconnues, le droit civil et la common law. Alors, c'est une problématique partagée, vous l'avez dit, de différentes façons par plusieurs pays autour de la table. Donc, le droit des sports aux prises avec le bilinguisme et le bijuridisme à la Cour suprême du Canada, on ne devrait pas s'étonner que les sports d'hiver donnent lieu à une jurisprudence aussi abondante que la neige au Canada. Les sportifs glissent et tombent sur la glace, donnant lieu à des blessures et des litiges qui s'ensuivent dans tous les coins du pays. Dans le contexte canadien, ce contentieux du droit de la responsabilité civile s'exprime différemment d'une province à l'autre. La Constitution canadienne accorde la compétence première pour le droit privé aux provinces, ce qui est à l'origine d'une dualité pour le droit applicable à l'échelle du pays et une dualité linguistique parfois confondante. En effet, c'est la tradition civiliste d'origine française qui guide l'évolution du droit des obligations sous la neige québécoise, alors que dans les montagnes et les patinoires ailleurs au pays, c'est la common law d'origine britannique qui en guide plutôt l'évolution. Les juristes canadiens utilise l'expression bijuridisme pour désigner cette cohabitation de la common law et de la tradition civiliste au Canada. Pour la common law, c'est la langue anglaise qui prédomine, tout comme on dit le droit civil en général en langue française. Ressort de dernière instance pour tout le pays, la Cour suprême du Canada est donc appelée à appliquer le droit privé en matière de sport, de la common law ou de la tradition civiliste selon la provenance du dossier. La Cour doit composer en même temps avec le bilinguisme officiel du droit canadien qui oblige, comme je dis, à dire le droit simultanément en français et en anglais. Alors, à partir d'un exemple tiré de la jurisprudence portant sur les accidents dans les centres de ski, typiquement canadiens, nous verrons comment la Cour suprême voit son rôle en droit privé. J'ai choisi à titre d'illustration l'affaire Crocker contre Sundance Northwest Resorts, une décision d'il y a 35 ans, mais qui fait jurisprudence encore, décidée en application du droit de la responsabilité délictuelle de common law, qui illustre comment les deux traditions juridiques et les langues officielles se heurtent parfois au plus haut tribunal du pays. Alors, je prends un petit recul pour mise en contexte. Le Canada, comme vous savez, peut-être 40 millions d'habitants, environ 8 millions d'habitants au Québec, donc soumis au droit civil. Et pour des raisons historiques de colonisation de la Nouvelle-France, le droit civil de tradition française fournit le droit civil au Québec. Avec un code civil, vous reconnaîtrez sûrement sa forme et son contenu peut-être. Les 9 autres provinces canadiennes, ainsi que les territoires du Nord, donc 31 millions Canadiens, encore là pour des raisons historiques liées à la colonisation, sont soumises, ces provinces-là, à la common law, pour qui le droit privé d'application générale provient des arrêts, non pas d'un code, et des arrêts canadiens, bien entendu, mais aussi arrêts anglais du Commonwealth, où la langue anglaise, très majoritaire du droit de common law, domine. Mais il y a 1 million de Canadiens hors Québec qui parlent français, c'est la langue première. Donc, d'où le souci pour le dualisme. Les langues minoritaires ont une protection constitutionnelle au Canada. Et la compétence de la Cour. 9 juges, seulement 9 juges pour tout le pays, 3 choisis du Québec, formés en droit civil, j'en suis un des 3, 6 des autres provinces canadiennes, formés principalement en common law, aucune obligation constitutionnelle pour la connaissance des 2 langues officielles du pays. Il y a une tradition pratique, politique, de choisir parmi des gens qui sont au moins fonctionnellement bilingues, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas.
et la compétence de la Cour en droit privé. Notre Cour suprême fait du droit constitutionnel et du droit de cassation, comme on pourrait dire, des affaires de droit privé et de droit pénal, à environ un quart de droit privé et de ça, un faible pourcentage de droit civil, un droit de plaider dans les 2 langues officielles. Droit des sports, donc, s'inscrit dans un contentieux de droit privé assez large. Il y a des affaires de hockey sur glace, de ski, comme je dis, qui comportent des risques d'accident. Si c'est un dossier du Québec, c'est le Code civil qui s'applique. Si c'est un dossier de common law, c'est le droit des torts, la responsabilité civile de common law. Alors, imaginez-vous, les 9 de la Cour suprême, on jongle un peu, parfois avec ou sans connaissance de base en la matière. La Cour suprême, tout de même, on est censé connaître le droit. Heureusement, il y a une présomption constitutionnelle que le juge connaît le droit, mais ça, c'est une autre affaire. Alors, imaginez-vous, c'est du sport pour les juges. Alors, dans l'affaire de cet arrêt de principe Crocker contre Sundance, la Cour suprême s'est penchée pour une première fois sur la question de la responsabilité civile d'un centre de ski pour blessures subies par un usager. C'est une affaire en provenance de l'Ontario, donc la common law s'applique dans une affaire où il y avait une compétition de glissade. Le centre de ski a choisi une piste escarpée comportant des buttes et des risques avec ça. Vous comprendrez, bien sûr, si je vous en parle, l'affaire a plutôt mal terminé pour M. Crocker. Un usager du site inscrit à la compétition qui a signé sans le lire un formulaire d'inscription qui déchargeait le centre de ski de toute responsabilité. Alors vous voyez tout le portrait, rien d'étonnant pour nous tous. Monsieur, le hic, c'est que M. Crocker, le jour du concours, s'est présenté ivre à la compétition et son niveau d'intoxication a peut-être ajouté aux risques qui sont inhérents à l'activité. Son intoxication était plutôt visible. Ultimement, ce qui devait arriver arriva et M. Crocker, engagé dans la pente, a gagné en vitesse et avec la vitesse a frappé une bosse, l'a propulsé dans l'air. Il a plutôt mal atterri et il s'est gravement blessé et il a blâmé devant les instances le centre de ski pour ses blessures. Il a eu gain de cause devant le juge des faits. En appel, une première fois, la Cour d'appel de l'Ontario, la Cour d'appel a refusé d'accorder la moindre responsabilité au centre de ski en disant, bon, ben, ce monsieur-là, il a accepté les risques inhérents à l'activité et en plus, il était légèrement ailleurs lors de l'activité. Alors, ce qui est fascinant, c'est que la Cour suprême, pour se pencher sur la question droit de la responsabilité délictuelle en common law, en appliquant le droit des torts, comme je dis, a accepté un cadre d'analyse qui est en porte-à-faux avec ce qu'aurait fait un civiliste en la matière. On s'est demandé, est-ce qu'il y a une obligation de diligence qui provient de la loi et non pas d'un contrat. Or, M. Crocker avait pris un billet pour faire son ski et la plupart des civilistes auraient dit probablement droit des obligations de base, responsabilité civile contractuelle et la question qui se poserait, est-ce qu'il y avait une obligation implicite ou explicite de sécurité dans ce contrat-là, obligation de moyens, et est-ce que le fait qu'il n'a pas signé le formulaire, qu'il a accepté des risques, des charges, oui ou non, est-ce qu'il y a le centre de ski, est-ce qu'il y avait une responsabilité de sa part, il a contribué par sa faute aux dommages qui arrivent. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que l'analyse qui s'est faite à la Cour suprême était en vase clos. C'était la common law
aucun regard porté sur le droit civil. Pourquoi ça se justifie? L'accident s'est produit en Ontario, un pays de common law, le Code civil ne s'applique pas sur le plan technique. Mais les juges de la Cour suprême, sachant qu'ils vont trancher un jour éventuellement sur un accident de ski au Québec où la même problématique serait analysée sous l'angle du Code civil, est-ce qu'ils ont la responsabilité, dans leur motif, à tenir compte de cette dualité canadienne dont je vous parle? Donc, débat. Débat parce que, d'une part, oui, les Canadiens, en quelque sorte, quelle que soit la province, partagent des valeurs. Des valeurs, l'importance du respect de l'intégrité physique de la personne, l'importance de rendre sécuritaires les activités pratiquées, les activités de sport en l'occurrence. Mais en même temps, partagent aussi le sentiment que les gens doivent correctement être responsables pour leur propre comportement. On doit aussi peut-être imposer à des stations de ski un devoir de prudence, de prendre des précautions raisonnables. Or, le droit privé et la common law abordent ces problèmes-là utilisant un cadre d'analyse totalement incompatible. Le contrat d'une part, le délit de l'autre part. Et pour rendre la chose encore plus compliquée, et on le voit dans l'affaire Crocker, puisque la Cour suprême a le devoir constitutionnel de publier ses jugements avec motif dans les deux langues officielles. Parfois, si vous avez consulté le site de la JUCAF, vous voyez les motifs qui sont publiés en regard, la version anglaise et la version française se parlent en quelque part, mais je dois vous dire que parfois c'est un dialogue de sourds. Alors, quelle est la responsabilité de ces 9 juges-là devant ce drame du bilinguisme et du bijuridisme qui se pose en matière du droit de sport? C'est un problème que la Cour suprême est en train d'aborder, puisqu'on voit 2 points de vue très différents qui sont exprimés par les juges. D'une part, il y a des juges qui se préoccupent pour ce dialogue entre la common law et le droit civil, qui se posent des questions sur les valeurs communes dont je vous parle, et qui pensent que pourraient peut-être enrichir chaque tradition les idées venant de l'autre, et d'autres juges, c'est un point de vue tout à fait défendable, qui cherchent à protéger la spécificité méthodologique de chacune des traditions en disant, si on laisse entrer par la petite porte de l'analyse jurisprudentielle la common law à l'intérieur de la logique cartésienne civiliste, il va y avoir déstabilisation des grands principes et, à la longue, un problème pour la logique civiliste qui doit guider le droit privé du Québec. Et, compliquant la chose davantage, je vous ai parlé des minorités linguistiques. Que fait-on de ces gens qui habitent les provinces de common law, mais qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle? L'anglais qui est la langue première de la common law. La Cour suprême a le devoir de traduire ces motifs et les concepts qui sont à la base de la common law, donc duty of care, comment est-ce qu'on dit ça en bon français, et donc il y a toute une logique lexicale qui doit se développer par rapport à ça, et tout comme pour le droit civil, des idées fondamentales de la responsabilité civile, faute, dommage et causalité par exemple, comment fait-on pour faire place à ça en common law? C'est le drame des 9 juges qui sont, vous allez nous rendre visite, je l'espère, un jour, encabanés dans le bâtiment de la Cour suprême à Ottawa. Je vous remercie.